Bienvenue Pépé, aujourd'hui pour cette interview de Conscious Media. On t'appelle Pépé parce que pour nous tu es un ami de longue date et c'est le surnom qu'on t'a toujours donné. Pour le grand public, tu t'appelles Laurent Perrault. Mais aujourd'hui, on va discuter entre Virginie, Iker et Pépé et on espère, euh, pouvoir transmettre au plus grand nombre les clés de l'apprentissage que tu as eu tout au long de ta vie et de tes différentes carrières. Et pour préparer le contexte, on a là un bonhomme qui a toujours eu une vie complètement hors cadre, qui à une époque de sa vie a voulu rentrer dans les rails, et en fin de compte, de par lui-même, un acte déjà héroïque, il s'est donné un coup de pied aux fesses lui-même pour s'extraire de ces rails-là et retrouver une vie complètement en dehors des sentiers battus, que nous trouvons extrêmement inspirante. Et en fin de compte, quand on lit tous les maillons de la chaîne qui ont fait ta vie, je pense que les superlatifs et les effets wow ne manquent pas. Et en fait, on veut vous présenter ce bonhomme parce que c'est une vie très haute en couleurs. Et quand vous dites qu'à à peine 40 ans, il a déjà des albums de souvenirs tellement épais qu'on ne pourrait pas les mettre dans une bibliothèque entière. Et ce que l'on veut, c'est extraire cette substantifique moelle de cette sagesse, cette conscience que tu as pu mettre dans une vie où, depuis le début, tu as suivi ton cœur. Et c'est ça qu'on veut vous partager, que vous viviez à travers l'expérience de Laurent Perrault, alias Pépé. Comment, au début, c'est le cœur qui guide sans savoir pourquoi, et comment, à la fin, à un moment donné, c'est on sait pourquoi et on sait où on va mettre le cœur. Et à ce moment-là, on devient le véritable architecte de sa vie pro et perso, autrement et en conscience. Alors, on va pour cela se projeter d'abord dans ta première passion, puisque Iker parlait de Oui. cœur. Ta première passion, c'était le snowboard. Donc, est-ce que tu voudrais peut-être parler un petit peu de ta carrière de snowboarder professionnel et ce qu'elle t'a appris sur toi et dans la vie? Et disons au passage que c'est à ce moment-là que nous nous sommes tous connus. Oui, c'est à cette époque, effectivement. La première chose sur laquelle je peux rebondir, peut-être juste en aparté avec ce que vous venez de dire, tu vas parler de sagesse. Alors, cette période de ma vie, c'était la sagesse, ce mot en tout cas devait m'être inconnu, je pense. C'est une époque effectivement qui a été marquée par vraiment de magnifiques rencontres. C'était mon souhait, c'est-à-dire que ce qui a motivé mon envie de faire du snowboard, c'était la rencontre, le partage, de vivre ça, parce que c'est un sport individuel, mais à la fois, quand il est partagé, notamment dans des montagnes magnifiques comme on peut avoir dans les Alpes françaises où j'ai beaucoup pratiqué. Ça a été une opportunité pour moi dans ma vie, en parallèle d'un parcours scolaire pas forcément très reluisant. Ça a été un refuge merveilleux et ça m'a permis effectivement après avoir gagné certaines compétitions comme les championnats de France, certains championnats d'Europe, de me faire connaître par le grand public et de commencer à pouvoir être photographié et filmé un peu partout dans le monde pour des magazines, des médias spécialisés et pas que aussi. Et voilà, on a pu faire aussi des émissions, enfin, certaines émissions de télé et autres. C'était une époque très enrichissante et dans laquelle mon ego s'est très enrichi, peut-être un peu trop, à l'âge où on est adolescent, on se cherche. En tout cas, je me cherchais beaucoup. J'étais un jeune qui avait peu confiance en lui, à l'école en tout cas. Et c'est vrai que ce sport m'a permis de me construire. Et voilà, il en résulte une identification un peu forte à ce que sentais euh, être moi. Là, je m'étais peut-être identifié à une sorte de super-héros que j'aurais voulu être. Et, euh, et quand ma carrière s'est terminée, je me suis cassé le talon à l'âge de 25 ans en compétition. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à la suite de ça, finalement de savoir qui j'étais, de me remettre de cela. Pendant plusieurs années, j'ai été euh, un peu dans les limbes de la société, à essayer de comprendre ce qui avait pu se passer, à retrouver du sens dans une passion qui n'est pas venue finalement, parce que le snowboard pour moi c'était quelque chose de tellement intense que de trouver quelque chose en parallèle qui puisse venir euh, être un équivalent ou compenser cela, c'était pas possible. Donc
Euh, à la fin de cette carrière de snowboard, j'ai dû composer avec ce qu'il y avait. J'ai longtemps pensé que cette fin de carrière avait été un échec, car j'étais pas sorti en grande pompe euh, voilà, de cette étape de ma vie. Et puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire sortir en grande pompe? Est-ce qu'il y a vraiment une fin qui est plus adaptée qu'une autre? Voilà. Et ça a été de grands apprentissages, notamment humainement. Ça m'a permis voilà, de m'associer aussi avec des amis. On avait développé une marque de vêtements à l'effigie de notre groupe qui s'appelait Psychopite à l'époque. Euh, et, euh, et oui, j'ai appris beaucoup, et notamment dans le business. Ça a Euh, été tes débuts finalement dans ta carrière, donc il y a eu ta carrière de sportif professionnel, mais ta carrière d'entrepreneur a commencé avec finalement cette continuité de ta vie dans ton groupe de snowboarders. Ça a été finalement ça, ton début de ton commencement en tant que dirigeant d'entreprise. Oui, à cette époque, j'aimais aussi beaucoup le dessin, le design, et Rossignol, qui était mon sponsor principal, m'avait proposé de dessiner des collections de vêtements de montagne pour le snowboard, pour eux. Et à la suite de cela, j'ai décidé de créer une collection de vêtements avec les amis et notre petit groupe Psychopite. Donc, en tout cas, à partir de là, ça m'a mis le pied à l'étrier d'une façon qui était stimulante pour moi, parce que derrière, il y avait quand même cette flamme pour le snowboard, pour ce milieu des sports de glisse. Et donc ça portait euh, un projet professionnel qui, sans cette flamme, peut-être aurait été moins bien porté, comme je l'ai faite. C'est même certain. Euh, Parle-nous de cette flamme, justement, parce que tu nous as parlé de ta carrière rapidement on est arrivé à cette fin de carrière et ça commence à transiter vers l'entrepreneuriat avec un projet. Mais tu es à un très jeune âge euh, porté par le snowboard, quelque chose de très fort qui résonne en toi, à un tel point que tu dédies ta vie à ça. Au début, c'est une vie perso et une passion, une notion de passion. Ce serait intéressant que tu nous donnes cette perspective de cette notion de passion, comment elle s'alimente, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle est, à un tel point qu'elle devient tellement forte qu'elle guide ta vie et tes choix. Et ces choix sont tellement orientés vers cette passion que ça devient ta profession. Et à ce moment-là, le perso, le pro se mélangent à un tel point que ton rêve de gamin devient ton métier. Et là, c'est une vie richissime. Euh, hmm. Alors, comme je l'ai évoqué, cette passion, j'aurais du mal à savoir, à savoir pourquoi cette passion précisément. Mais le fait est que émotionnellement, c'est quelque chose qui m'a poussé. euh, C'était vraiment comme une forme d'amour en fait, hein, quelque chose de, il est difficile à décrire et en même temps qui nous pousse à aller plus loin, toujours plus loin, et à, à se dépasser. Les premiers temps, mes parents ont du mal à comprendre ce que je souhaitais faire avec le snowboard, parce que c'était une activité saisonnière qui plus est. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? À une époque où les milieux de sport de glisse, quelques marques étaient présentes sur le marché, mais il n'y avait même pas vraiment de marché qui existait. Donc, moi, je me suis juste complètement senti porté par cette passion. Donc mes parents rapidement ils ont compris qu'ils pourraient rien faire contre ça, que j'allais de plus en plus souvent à la montagne, que je passais de plus en plus de temps à essayer de progresser, et que j'imaginais, je dessinais des planches de snowboard, des collections de vêtements. Voilà, je contribuais à nourrir cet univers qui me portait, sans aucune notion de business quelle qu'elle soit en fait, hein. Derrière ça, ça a démarré comme ça. Et puis, un peu comme une boussole, cette passion m'a guidé
à, à faire les bons choix en termes de sponsors. À cette époque, donc Rossignol, qui me donne 2 planches de snowboard pour représenter la marque, qui puis petit à petit, on va tisser des liens et je vais pouvoir m'impliquer de plus en plus auprès d'eux dans le développement de produits. Donc c'est comme ça qu'en fait le côté business commence à se déployer. Euh, Moi, pour autant, je continue à être porté par cette flamme, cette envie de voyager le monde entier et continuer à me laisser porter par ce que m'amène la vie. Et je crois que euh, la passion m'a permis de ne pas être trop euh, focalisé intellectuellement sur une mission précise à accomplir ou euh, c'était plus comme quelque chose qui, pas après pas, un chemin qui se crée de lui-même. Parce que quand me remémore cette époque, tout était fluide, était facile. Euh, J'avais qu'à suivre en fait cette flamme qui était en moi. Euh, et, euh, et ça m'a mené à faire des choses que j'aurais jamais pu imaginer. Euh, c'est, comme dit cet adage, c'est parce que je savais pas que c'était impossible, peut-être que ça s'est fait. C'est toute la force de la passion. Et donc tu te retrouves, suite à ça, tu te retrouves dans une vie qui est complètement hors norme. C'est-à-dire que tu as à peine 20 ans, tu voyages de par le monde, ta vie est une carte postale en fait. Tu Mm. fréquentes des stars, tu es toi-même considéré comme une star et traité comme une star. En termes même financiers, tu es dans l'ultra confort. Partout où tu vas, c'est le tapis rouge. Ce qui fait qu'à un très jeune âge, cette passion t'a ouvert des opportunités qui n'auraient même pas été imaginables, ni pour toi, ni pour tes parents. Et en même temps, ça ouvre des chemins de traverse. Et donc, tu vis une vie extraordinaire. C'est un effet waouh permanent, permanent, permanent. Tu vis pour faire rêver les autres, mais en fait, c'est ta vie qui fait rêver les autres. Et donc, le commerce et pour lequel on te paye en tant que sponsor, c'est parce que on veut que ce rêve-là soit porté au plus grand nombre et que nous soyons à côté de toi avec ce rêve-là. Et là, tu rentres dans cette vie magnifique. C'est là que nous nous sommes rencontrés, mais elle a un prix à payer. Et cette passion, après, t'amène sur des chemins potentiellement de traverse. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vis pleinement ce rêve-là et en même temps, tu te perds dans ce rêve-là? Mm. Alors, à cette époque, il y a une différence entre le rêve que je nourris depuis gamin avec le snowboard et la réalité. C'est-à-dire un marché qui est là, qui existe, même si au début il est petit, et qui a ses codes, qui a ses propres règles. Et que finalement, au bout d'un moment, est-ce un manque de confiance? Mais le fait est que j'ai l'impression que comme si je me désolidarisais de qui j'étais pour aller me fondre dans quelque chose qui est là. Et ce sport qui est, comme beaucoup de sports de glisse, le surf, le skate, qui sont dits des sports très alternatifs, rock and roll. Et donc, moi, de me fondre et de m'adapter à cette image-là aussi, parce que l'image est importante dans les sports de glisse. Euh, il y a le niveau technique, mais il y a aussi voilà, tout ce qu'on représente à travers l'image qu'on donne. Et je parle de ça parce que je pense que c'est un point important. C'est le moment où j'ai commencé à me perdre. J'ai commencé à me perdre et cette flamme, cette passion, petit à petit, elle a diminué jusqu'à un point. Oui, Excuse-moi, hein, je t'interromps, mais ce que tu nous dis, c'est qu'en fin de compte, au début de ton histoire, tu avais quelque chose de plus fort que toi qui a guidé tous tes pas, et c'était toi. C'était toi, c'était ton identité. On ne savait pas où ça nous amenait, mais nous y sommes allés. oui, Et, euh, et ensuite, à un moment donné, tu as voulu rentrer dans des codes. En rentrant dans des codes, tu es sorti de ton identité pour rentrer dans une représentation. Et à partir de là, tu n'étais plus qui tu étais. C'est ce que tu es en train de nous dire là. exactement.
Exactement. Cette représentation, c'est quelque chose qui m'a vraiment éloigné de ma passion, de qui j'étais, de cette essence, de cette joie aussi. Et petit à petit, l'écart s'est creusé jusqu'à ce que je me casse le talon en compétition. Et aujourd'hui, je pense que c'était tout sauf un hasard que ma carrière prenne fin à une époque où il y avait une perte de sens. Alors bien sûr, les années qui ont précédé, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. Donc, ainsi que tu l'as mentionné, il y a eu une période dorée pendant quelques années, à beaucoup voyager, rencontrer beaucoup de gens. C'était un mini star system, donc il y avait il y avait quelques moyens. Alors, on peut pas parler, c'est pas des salaires mirobolants, mais en tout cas, on vivait largement de notre passion. Tous les frais nous étaient payés. Il y avait des soirées, donc les soirées, on fait la fête, on nourrit tout ça. Aujourd'hui, enfin, c'est si j'ai aimé le snowboard, c'était pas pour aller faire la fête la nuit. C'était pas tout cet espace-là. Voilà, ça a été un effet de bord et je me suis perdu totalement dans un personnage qui s'est créé, un personnage de représentation. Et le jour où je me suis cassé le talon, euh, j'ai été complètement perdu. C'est-à-dire à qui s'identifier, qui j'étais. Voilà, je savais pas qui j'étais. J'essayais de continuer à nourrir cette représentation, mais il y avait plus personne qui était en demande de quoi que ce soit sur ce personnage. Donc, j'ai eu l'impression d'être mort d'une certaine manière. Alors heureusement, j'avais ma famille, mais très très rapidement, le monde de la glisse s'est désintéressé de moi parce que j'avais plus lieu d'être vraiment dans cet endroit-là. Et donc là, c'était une période alors très difficile. Euh, j'ai eu c'est une période de dépression, clairement, qui a duré plusieurs années. Et, euh, et là, j'ai eu l'opportunité de me tourner vers un métier industriel, voilà, L'entreprise familiale. de l'entreprise familiale. Tu rentres et t'arrives et tu achètes l'entreprise familiale. Je disais à l'introduction qu'à un moment donné, tu t'es mis dans les rails. Parce que là, il faut dire que tu achètes une boîte dans l'industrie. Donc, il n'y a rien de plus dans les codes, dans le cadre. Tu achètes une boîte, tu deviens dirigeant d'entreprise, la boîte fonctionne bien. C'est une entreprise familiale. Bref, tu as de mémoire, si tu avais 50, 70 salariés, l'entreprise, voilà, tu rentres dans les moules de la société, là, Et dirigeant. donc, tu prends un virage qui est à l'extrême, en fait. Tu pars d'une vie centrée sur une passion, des voyages, du sport, etc., à une vie bien rangée dans une entreprise familiale dans l'industrie. C'est-à-dire une vie pro, pas du tout autrement. C'est-à-dire, tu fais des études chez HEC à l'école de commerce pour avoir un boulot comme ça, tu achètes une boîte, tu es vraiment dans les clous. Raconte-nous cette période de ta vie parce que tu y arrives quand même dans cette période de la vie, tu nous l'as dit, j'ai plusieurs années de dépression et c'est ce choix-là que je fais, c'est quand même symptomatique. Et là, je rentre dans les clous. Vie pro, autrement, non. Par contre, dans ce que la société attend, oui. Raconte-nous ce que c'est cette aventure et en même temps, que devient ta vie perso? La transition, effectivement, est douloureuse. Je suis perdu. Je ne sais pas ce que je souhaite, ce que je veux. Je suis à la recherche d'une main tendue. C'est donc mon père qui me tend la main en me proposant de rejoindre l'entreprise familiale, une petite PME lyonnaise. Et, je crois qu'à ce moment-là, la déception, en fait, il n'y a pas de compréhension. C'est-à-dire que j'ai suivi une passion et je suis à l'apogée de la plus grande souffrance de mon être que j'ai jamais connue. Et donc, il y a peut-être une corrélation inconsciente qui se fait. Et, euh, et donc, n'ayant pas, pour moi, réussi, concrétisé, en tout cas stabilisé quelque chose en lien avec ma passion, eh bien, je vais aller expérimenter, trouver refuge dans ce que propose de mieux la société, c'est-à-dire suivre une voie traditionnelle pour laquelle, déjà à la petite école, je n'étais pas fait, mais en tout cas, je saisis cette opportunité et
et je vais essayer de contribuer au mieux. Je dis bien essayer parce que n'ayant pas de flamme, n'ayant pas de passion pour ce que je fais, mais j'ai toujours eu à cœur de bien faire les choses, donc je vais essayer de faire mon mieux dans cette entreprise familiale. Alors rapidement, c'est pas un mystère ni pour mes parents, hein, voilà, ils voient bien que je suis pas épanoui dans ce que je fais. Il y a un manque de sens pour moi qui est énorme. C'est-à-dire pourquoi voilà, cette contribution à la société, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu échappé. Et échappé par son manque de sens profond, en fait, hein, nos collaborateurs. euh, enfin, ils me renvoyaient l'image de ce que je pouvais, celle que je pouvais avoir de moi. Euh, et, euh, et c'était une image un peu triste, terne, moribonde. Voilà. Donc cette époque-là, les premières années, je les vis comme ça. Et, sur la partie perso, si je viens sur la partie perso, je suis effacé, je me suis oublié, voilà, je me lève le matin, c'est pour aller faire mon travail et voir s'il y aura un meilleur lendemain. Et là, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager parce que il y a un tronc commun dans ma vie et pour l'instant, il s'est produit 3 fois. Et la première fois, c'est quand j'ai suivi cette première flamme avec le snowboard sans objectif précis. La deuxième fois, ça a été, et c'est ce qui m'a réveillé justement du monde de l'entreprise, c'est quand, comme tu le disais, Iker, on a avec le CJD créé cet événement des lunettes vertes. Et cette flamme je l'ai retouché du doigt à ce moment-là. Ça, c'était la deuxième fois. On m'a mis en garde. Attention, à Lyon, il y a beaucoup d'événements. Tu ne devrais pas prendre ce risque. Financièrement, il y a beaucoup d'enjeux. Et je disais, je ne sais pas l'expliquer, mais au fond de moi, je sens cette flamme. Il y a cette passion. On va faire un événement extraordinaire. Ça va être génial. Et du coup, bah, ça a réveillé cette envie. Et je pense que ce moment-là, pour moi, c'est la transition importante dans ma vie d'entrepreneur, parce que je sens que finalement, et peut-être que je n'avais pas mis en conscience le processus la première fois à l'époque du sport de snowboard, et que cette fois-ci, je fais la comparaison avec mon activité quotidienne et ce qui est en train de réémerger à nouveau. Je vois que je ne peux pas passer dans cette vie à côté de cette opportunité de revivre, de reconstruire des projets avec une flamme qui m'anime ainsi. Très rapidement, donc ça c'est en 2017. En 2018, avec mon ami Iker Aguirre, nous allons au Népal. Et on va faire une retraite de méditation pour trouver un peu de détente, la détente du dirigeant dont on a tant besoin. Et à la fin de cette semaine de retraite, on rencontre un être assez exceptionnel qui est un jeune moine bouddhiste, un maître bouddhiste, la réincarnation d'un grand maître bouddhiste à cette époque. Ce te fait Chogyal plaisir, on était parti au Népal, hein, il faut le dire, on au est quand même Népal. parti au Népal Au Népal, ouais, 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 ouais. et dans des circonstances complètement improbables, pas besoin de rentrer dans le détail, on se retrouve face à ce bonhomme alors que tu as des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes qui font la queue pour pouvoir le voir dans un stade et nous on se retrouve en face à face, on était 5. Moment extraordinaire, on ne rentre pas dans le détail, Un mais moment extraordinaire. Et on a cette opportunité, une fenêtre qui s'ouvre. Il est entre deux voyages, on se retrouve avec lui et il va nous faire un monologue d'à peu près 1 heure et demie. Et là, on est touché dans ce qu'on est, dans notre essence. Plusieurs fois, les larmes nous montent aux yeux. Et là, alors, la douche froide. La douche froide, j'ai même du mal à qualifier. On sent l'amour, on parle de passion. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, retour à la maison. Et les lunettes vertes, grosse remise en question. La rencontre avec cette personne, grosse remise en question. Et enfin, grosse remise en question. En tout cas, des émotions qui émergent. c'était un moment très fort. Il faut dire qu'à ce moment-là, quand cet homme-là nous parlait, il a monologué pendant 1 heure et demie.
Ouais. Nous étions 5. En plus, la rencontre des 5 complètement improbable, des gens qu'on connaissait de rien. De soudain, on se retrouve à 5 dans une situation. Et il parle pendant 1 heure et demie. Et en fait, il est rentré dans notre âme. Et pendant 1 heure et demie, à tour de rôle, il a lu à l'intérieur de nous et il nous a déposé des pépites extraordinaires. Mhm. Et quand on a fini, quand on s'est parlé entre nous, c'était un moment de profonde transformation pour chacun d'entre nous et de véritable conscience où un homme s'adresse à notre âme profonde. Et on est tous partis avec ce cadeau qui était extrêmement bouleversant dans le bon sens du terme, mais en même temps, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça après, parce qu'elle avait mis une lumière dans des endroits, mais comment a-t-il fait? Donc je veux faire cette parenthèse parce que c'était Mhm. vraiment un moment complètement hors du temps. Et donc là, tu racontes ton histoire maintenant, tu rentres, remise en question des lunettes vertes, de ce que tu fais, de cette rencontre. Excuse-moi pour l'interruption. Non, non, tu fais bien je pense, de clarifier cela parce que c'est ce qui va amener petit à petit. euh, je pense pas qu'il y ait ça n'a pas été une transition euh, qui s'est faite du jour au lendemain. Je pense que enfin, pour tout un chacun, c'est souvent le cas. C'est plein de petites choses qui font qu'à un moment, le changement peut advenir. Et donc, 2018, la même année où nous rencontrons Shogal Rinpoche, une opportunité m'est présentée de céder l'activité familiale. Et, euh, et en fait, les choses vont aller très simplement et très rapidement, elles vont se mettre en place. En quelques mois, l'activité familiale de 3 générations, eh bien, je vais la céder et pour faire place à un nouveau projet. Et cette fois-ci, je vais prendre le temps nécessaire parce que ça tombe pile à la période du Covid. Donc, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de prendre du temps, puisque tout se fige à cette époque-là. Euh, et, euh, et petit à petit, ce maître m'amène une inspiration nouvelle et une flamme, et ça sera donc la troisième flamme de ma vie. Euh, Cette flamme d'avoir envie de contribuer à quelque chose. Vraiment de pouvoir dédier cette nouvelle étape de vie où je suis en pleine possession de mes moyens aujourd'hui, qu'ils soient physiques, enfin tout type de moyens sur lesquels je peux capitaliser. Et je vais donc réinventer une vie plus calme. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là où je trouve un endroit sur lequel je vais aller m'installer, qui se trouve plein au milieu de la France, au milieu de l'Auvergne, non loin d'un grand temple, d'un grand lieu bouddhiste. Donc je suis à 5 kilomètres et je rénove une maison pendant plus de 2 ans sur ce lieu pour y trouver plus de calme. Je ne saurais pas expliquer précisément ce qui m'a poussé à faire cela, c'est quelque chose que j'ai simplement ressenti. En termes de business plan, c'est pas forcément la grande opportunité du siècle, parce que je pense que en termes d'investissement par rapport à si demain je devais me séparer de ce bien, c'est pas forcément le meilleur de mes projets. Mais au fond de moi, à nouveau, quelque chose qui fait pas forcément sens, mais tout m'amène là et il y a une grande joie qui se déploie autour de ce projet. Et j'ai jamais été aussi heureux qu'à l'époque du snowboard aujourd'hui, dans cette nature, dans cet environnement, et ça me permet euh, petit à petit de, de m'épanouir sur des questions de sens lesquelles j'ai pu me poser toute ma vie. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Vers quoi je veux tendre à aller? Comment je souhaite contribuer euh, à mon échelle? Et donc, ça m'a permis de créer une association qui s'appelle Rejoice et qui me permet d'aider des ONG qui sont sur le terrain, au Népal notamment. Et ce jeune maître qu'on a rencontré, qui a des orphelinats, des lieux où il aide les handicapés, et bien finalement, en juste retour à ce qu'il nous a donné ce jour-là, bien, c'est de contribuer à ces organisations. Ça, c'est quelque chose qui me nourrit énormément aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est marrant parce que quand tu nous expliques les différentes étapes de ton parcours, c'est comme si tu avais une première vie qui était le concept de la réussite. C'était la réussite de soi, hein, la réussite du sportif professionnel.
Après, c'est passé par le projet d'entreprise, le projet au service d'une mission qui n'était pas la tienne, mais tu t'es dédié, donc la réussite de l'entreprise. Dans le collectif. Dans le collectif, avec justement l'apothéose, avec le CJD qui était là, cette idée de dire on réussit un événement collectivement et on transmet au plus grand nombre, jusqu'à aujourd'hui, pour toi, une réussite qui est sur une idée de contribuer à, contribuer à la société, au monde, euh, donner au plus grand nombre. Donc, C'est intéressant cette lecture que tu donnes parce qu'en fait, effectivement, tu t'es suivi sur ton chemin intuitivement pour une réussite personnelle et professionnelle. Ensuite, tu as deuxième flamme, tu es parti sur un chemin de réussite collective. Dans le collectif, en rentrant au début dans les clous, en te retrouvant toi en tant qu'individu et en donnant ta propre signature à ce collectif-là, qui t'amène à rendre l'entreprise. Troisième étape, c'est dire, bon, je sais faire, je sais développer une entreprise, mais est-ce que c'est ça que je veux faire? Et en fait, la réponse maintenant, c'est je vais aller sur un impact dans la contribution, au-delà du collectif. Et c'est comme s'il y avait une évolution de conscience par rapport à l'impact que tu peux avoir dans ta vie et qui s'ouvre à trois niveaux entre le je, le nous, le collectif, le grand nous, le monde. Il y a ouais, tu te prends conscience qu'en fin de compte, il y a une extrême cohérence en fin de compte dans ce chemin que tu es en train de suivre dans la compréhension de qui tu es et la place que tu as dans le monde. Est-ce que ça résonne, ceci? Oui, bah ça résonne énormément. Si j'avais pu comprendre plus tôt, euh, prendre ce recul, mettre en conscience, en lumière tout ce qui s'est joué et à quel moment j'ai pu sortir de la voie en fait qui m'inspirait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je ne fasse plus de compromis sur qui je suis, sur mon projet non plus, et que je continue à suivre cette petite voie qui m'emmènera quelque part. Alors je ne sais pas où. En tout cas, aujourd'hui, elle me porte. Et, et peut-être que, ouais, que c'est tout simplement ça la meilleure des contributions, c'est de rester aligné avec qui on est, avec ses convictions. et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui, aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, et donc en parallèle à sa vie personnelle, se sent perdu et sent qu'il n'est plus dans l'équilibre et voilà, qu'il a basculé vers là où il ne devait pas être et qui finalement les histoires des différentes aventures que tu nous as racontées, quel conseil tu lui donnerais pour pouvoir sortir de ça et vivre ce changement-là? Si je me réfère à mon expérience, ces 12 années de bagne d'entreprise, euh, j'ai régulièrement pris du temps. Et je me suis mis au vert très régulièrement, quelques jours, des fois une semaine entière. C'était par le biais de la méditation en ce qui me concernait. Je pense que cet espace de calme, il a été nécessaire pour qu'à un moment, je sois capable de voir les signaux, d'être à l'écoute de ce qui pouvait s'élever en moi, euh, et de ne pas vouloir influencer les choses pour qu'elles aillent vers quelque chose, une croyance qui pourrait être ce qu'il me faudrait. Euh, Cet espace de calme, aujourd'hui, voilà, mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai tout quitté pour aller vers un espace plus calme. Je pense que c'est fondamental dans ce qu'on est, pour chaque être humain, de, 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 de se retrouver. C'est comme ça qu'on arrive à savoir qui on est, en fait. C'est dans ce calme-là. Aujourd'hui, ça va à l'encontre de ce que nous propose notre monde, notre société. Tout va vite. Il y a beaucoup d'activités. Enfin, tout est fait pour ouais, démultiplier toutes ces possibilités qu'on a d'être dans le mental et d'être surstimulé. Voilà, on est surstimulé. Mon conseil, c'est simplement de réussir à prendre du recul régulièrement, même si au début, ça fait pas forcément sens,
parce qu'on se dit qu'on va rien trouver, peut-être juste un peu de calme. Mais moi, c'est grâce à ça que j'ai pu faire des grands changements dans ma vie. Et j'aurais une autre question qui découle de celle-ci. Euh, Quel conseil tu donnerais à ces gens-là qui ont réussi avec le calme à voir qu'il fallait bifurquer vers autre chose? Comment trouver la force et le courage de faire ce changement euh, quand on est attaché dans sa vie et enfermé dans ce que toi t'appelais ta prison, hein, ton bagne? Comment on Mm. fait pour trouver cette force-là? Moi, j'ai toujours une vie un peu extrême. C'est-à-dire que c'est des grands extrêmes, des grandes joies ou des grandes tristesses. Euh, donc, pour moi, comme par exemple quand ma carrière de snowboard prend fin, il faut que je me casse le talon. Parce que je peux pas sortir en me disant, bon, bah ça y est, ça s'arrête, je passe à autre chose. Et chaque transition, pour moi, elle s'est faite dans la douleur. Euh, donc, il y en a peut-être qui ont besoin d'aller jusqu'à un niveau où il faut que ça casse pour se réinventer ou passer à autre chose. Et peut-être d'autres seront plus intelligents et verront qu'à un moment, il y a quelque chose d'autre qui les appelle ailleurs et que oui, il faut trouver un peu de courage pour oser se réinventer. Moi, je conçois tout à fait que dans cette société, quand on a des engagements familiaux, des responsabilités et autres, c'est compliqué. On va pas se mentir, on est vraiment pris dans des engrenages qui sont enfin, les rouages de la société, on les connaît. C'est complexe de pouvoir ressortir sans avoir un projet, mais je pense, et ça c'est mon petit côté euh, spirituel, si on peut mettre une étiquette là-dessus, mais je crois vraiment à la force d'intention et d'émettre des intentions pour soi-même et les autres, c'est quelque chose qui est très puissant, très puissant. On peut se souhaiter, voilà, qu'il se passe de belles choses pour soi, de belles choses, des transitions qui nous amènent à être quelqu'un de meilleur pour soi, pour les autres, pour vivre une vie plus harmonieuse. Euh, et moi, j'en ai fait en tout cas l'expérience et je continue à en faire l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est très précieux. C'est quelque chose, il y a encore quelques années, auquel j'aurais pas du tout accordé de crédit. Euh, donc je le dis avec des pincettes parce que peut-être que pour certains, ça sera pas quelque chose qui leur parlera, mais s'ils ont des rituels le matin, si des gens font du sport, si peut-être de prendre un temps simplement pour tel un mantra, répéter une intention pour plus d'harmonie dans sa propre vie et dans celle au moins des gens dans leur entourage. Et alors moi, ça sera ma dernière question, mais à voir si Icar en a une ou pas d'autres. Mais justement, tu parlais de mantra et c'est justement une des dernières questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que donc, dans tout ce chemin-là, est-ce qu'aujourd'hui tu as une phrase, une citation, un mantra qui t'accompagne sur ton chemin et que tu pourrais nous partager et qui pourrait être partagé aux autres pour les aider à avancer sur leur chemin? Bah, il y a une citation que j'aime bien, j'ai pas forcément souvent employée, mais j'ai lu ça dernièrement, c'était Aristote qui disait cela. Et il disait l'esclavage, c'est de dépendre de quelqu'un de plus petit que soi, et la liberté, c'est de dépendre de quelqu'un de plus grand que soi. Voilà, pour moi, ça me très évocateur. Bah merci. Merci beaucoup, Merci Laurent. Pépé. Mister Pépé, merci beaucoup pour ces partages. Ouais, avec plaisir. Bon. Voilà.